Aujourd'hui, dans Sémillon de Vadrouille, je suis allé me balader dans les allées du marché de l'histoire de Compiègne. C'est un endroit fantastique où l'on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut en reproduction historique, rencontrer des passionnés d'histoire ainsi que des artisans talentueux. J'ai également pu poser quelques questions à Christophe Dargère, le président de l'Association pour l'Histoire Vivante, qui va nous parler de son travail. Tout ça et bien plus, c'est maintenant dans Sémillon de Vadrouille. Le marché de l'histoire, c'est un peu le rendez-vous chaque semestre des fans d'histoire, et plus particulièrement des pratiquants de l'histoire vivante, que cela soit du spectacle, de l'évocation, de la reconstitution, ou les simples collectionneurs. Lors de sa création il y a plus de 15 ans, le marché avait lieu à Herblay dans le Val d'Oise. Il s'est ensuite tenu à Pontoise, et depuis quelques années il a posé ses valises à Compiègne, dans l'Oise. Mais il a également fait des petits puisqu'il en existe à présent à Orange, Strasbourg, Dinan, et même en Allemagne. On y trouve des objets reconstitués de toutes les époques, de la préhistoire aux conflits les plus récents, en passant par l'Antiquité grecque et romaine, les Vikings, les croisades, le Premier Empire ou les 2 guerres mondiales. La liste est longue et aussi inépuisable que les choses à voir. Parce que si c'est un marché, c'est également un endroit où on en prend plein les yeux. De nombreux artisans viennent faire la promotion de leur travail en présentant leurs plus belles pièces. D'ailleurs, ces artisans, ils sont plusieurs centaines et viennent de l'Europe entière. Une fois par an, le marché accueille également les professionnels du spectacle historique pour leur promotion lors d'un événement combiné, Fou d'Histoire. Et croyez-moi, si vous aimez ce genre d'idée où l'histoire prend vie, c'est un moment à ne pas manquer. L'homme à l'origine de cet événement, c'est Christophe Dargère, président de l'Association pour l'Histoire Vivante depuis 2001. Il a bien voulu répondre à mes questions sur cette fameuse histoire vivante, son passé, son intérêt et son avenir. Alors, je m'appelle Christophe Dargère et je suis le directeur de l'Association pour l'Histoire Vivante. Alors pour toi, c'est quoi l'histoire vivante ? C'est un petit peu, effectivement, comme les 2 mots qui le composent l'indiquent, c'est arriver à transmettre l'histoire, le côté historique, à travers des choses vivantes, donc que ce soit de la reconstitution, du spectacle, des animations, quoi, et arriver effectivement à sortir de l'histoire telle qu'on nous l'a enseignée, enfin moi personnellement quand j'étais petit, c'est-à-dire juste des livres, point terminé, quoi, éventuellement des musées, mais des musées qui resteraient intéressants entre guillemets, mais pas très animés, et c'est vrai que c'est d'arriver à faire justement vivre cette histoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'Association pour l'Histoire Vivante dont tu es le directeur ? Alors, l'Association pour l'Histoire Vivante, elle a été fondée en 2001. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai commencé la reconstitution historique au début des années 90. Très rapidement, je suis allé à l'étranger, en Angleterre en particulier. J'ai vu qu'il existait pas mal de marchés, en particulier des marchés de l'histoire, et puis des événements. Et j'ai vu qu'il y avait un organisme qui s'appelait English Heritage et qui gérait un petit peu toute cette partie effectivement d'animation historique, alors qu'on n'avait pas ça du tout en France, mais vraiment pas. Et quand je suis revenu, j'ai dit mais ça serait quand même bien qu'on ait ça en France, les marchés, une sorte de reconnaissance, aussi pas de reconnaissance, mais peut-être un organisme qui gérerait un petit peu tout ça. Et 10 ans après, début des années 2000, je me suis rendu compte qu'il n'y avait toujours pas de marché vraiment. On avait quelques marchés, on avait les marchés de Provins, mais il n'y avait rien de vraiment très historique, quoi. Donc je me suis dit, c'est quand même dommage, je vais essayer de faire quelque chose. Donc on a lancé l'association. On a mis un an, un peu plus d'1 an, presque 2 ans à faire une sorte d'étude de marché pour savoir ce qui existait au niveau de la reconstitution et de l'animation historique en France. Donc on a contacté beaucoup de monde. Donc j'étais déjà dans le milieu et puis je travaillais avec des gens effectivement qui étaient dans le milieu. Et donc du coup on a dessiné un petit peu ce qu'on aimerait, ce qu'on voudrait faire. Et le premier résultat a été effectivement le premier marché d'histoire qu'on a fait à Herblay. Où on a invité des artisans qui venaient d'un petit peu partout et ça a marché tout de suite. On a été vraiment assez surpris du retour qu'on a eu déjà du côté des artisans, puisque tout de suite on a eu des artisans qui sont venus de loin, à l'étranger, alors que c'était notre premier marché. Je pense qu'ils ont bien capté eux-mêmes l'intérêt que ça pouvait avoir de venir faire un gros marché en France. Et puis au niveau des visiteurs, tout de suite ça a été premier marché d'Herblay, on s'est fait défoncé, excusez-moi le terme, mais c'était exactement ça. Moi, je me rappelle d'un exposant qui fait des arbalètes. Il est venu à Herblay, il est reparti sans une seule arbalète alors qu'il était venu avec du stock et puis des commandes pour au moins 2 ans, quoi. Et il a failli m'embrasser, à la fin du marché, quoi. Et tout de suite, on a senti que ça prenait, quoi. On s'est dit, dès la première, on a dit c'est bon, on n'a pas tapé à côté, quoi. Donc voilà, et puis après l'association a continué son chemin, et puis maintenant on gère entre 25 et 30 on va dire organisations de manifestations historiques par an. La rencontre avec l'histoire vivante qui a changé ta vie, elle s'est faite comment pour toi ?
Alors, en fait, moi, je suis d'origine lyonnaise. J'ai fait toutes mes études quasiment à Lyon. Après, pour ma dernière, j'ai continué. J'ai fait 2 ans d'études à Toulouse, et puis après, je suis parti faire mon service militaire à Bourges. Et j'ai toujours aimé l'histoire. Alors, je suis pas du tout historien, hein, je suis ingénieur, donc ça n'a rien à voir. Mais j'ai toujours été toujours aimé l'histoire. J'ai toujours aimé pas forcément que les histoires de chevaliers. Bon, alors, ma période de prédilection, c'était le Moyen-Âge, comme beaucoup de gens. Mais voilà, j'aimais effectivement découvrir des films, des séries, pas forcément des livres, justement. J'étais déjà dans des choses qui potentiellement étaient un peu plus vivantes que des livres. J'aimais bien aller dans les musées, mais c'est vrai que les musées classiques m'ennuyaient un peu, quoi. J'avais envie de voir d'autres choses, quoi. Et puis c'était l'époque, début des années 90, où l'histoire vivante en France commençait un petit peu, à travers la reconstitution historique, à émerger. Il y avait quelques grands noms qui apparaissaient. Et puis, quand il a fallu que je trouve un boulot à la sortie de ma période militaire, je me suis dit, je vais monter à Paris, parce que les seules choses qui se faisaient un peu, où on était au courant, qu'il y avait quelque chose dans le milieu historique, c'était dans la région parisienne. Donc je me suis dit, je n'ai pas spécialement d'attache, j'ai envie de bouger un peu, je vais aller m'installer à Paris. J'ai trouvé du boulot à Paris assez facilement. Et puis, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un petit peu ce qui existait. Et je suis tombé sur un stage d'escrime médiéval. Donc tout de suite, je me suis inscrit. Et puis là, ça a été tout de suite le début, effectivement, d'une longue aventure, puisque j'ai rencontré des gens. Le stage, j'ai adoré. Alors, après, je me suis rendu compte que l'escrime, c'était pas mon truc. Mais c'était pas grave, parce que j'avais mis le pied, effectivement, dans quelque chose qui touchait à l'histoire, mais effectivement d'un côté vivant, quoi. C'est-à-dire là, vraiment, on était acteurs, on participait. Et là, dans ce stage d'escrime, j'ai rencontré plein de gens, un maître d'armes, mais aussi 2 autres personnes avec qui j'ai créé, 6 mois après, une compagnie médiévale, quoi. Ça s'appelait La Geste Médiévale. Et puis voilà, et puis après, c'était parti, campement, artisanat, arrêt de la première association, début d'une deuxième association, j'ai fait partie d'autres associations, j'ai commencé à faire des petites organisations, etc. Et puis je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément, quoi, et que même si j'aimais pas spécialement l'escrime, il y avait plein d'autres aspects dans la reconstitution historique, parce que ça, c'est le gros intérêt de la reconstitution historique, c'est que c'est un hobby qui touche à 60 000 hobbies en même temps. La musique, l'artisanat, le costume, le spectacle, les combats, donc on peut vraiment, chacun peut trouver chaussure à son pied. Donc voilà un petit peu comment ça a démarré. Que représente pour toi le marché de l'histoire de Compiègne ? Nous, le marché de l'histoire, pour nous, c'est avec Fou d'Histoire nos 2 plus grosses manifestations. Alors c'est vrai que Fou d'Histoire intègre un petit marché de l'histoire, mais le plus gros, c'est effectivement au mois d'avril, alors que Fou d'Histoire est en novembre. Moi, ça m'inspire beaucoup de choses, parce que ça marque déjà le début de la saison. Le marché de l'histoire de Compiègne, même celui d'Orange qui est en mars, ça marque le début de la saison. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait 2 événements dans l'année. On en a un avant la saison, un après la saison. Quand je parle de saison, c'est saison d'animation et de reconstitution historique. Et c'est bien parce que début de saison, ça permet déjà de rencontrer tout le monde. On a passé l'hiver, on a passé 5 mois effectivement au chaud. Et donc ça permet de ressortir, de re-rencontrer des gens, que ce soit les exposants, les artisans, les visiteurs, les passionnés, les associations. Et puis effectivement, on essaie toujours de le développer, de trouver des nouveaux exposants, des nouveaux artisans. Bon, ça se fait un peu automatiquement, hein. Il y en a qui arrêtent, il y en a qui arrivent, il y en a qui reviennent. Donc voilà, donc on arrive toujours, on essaye toujours. On était obligé de déménager, on est passé de Pontoise à Compiègne il y a 3 ans. Donc il a fallu un petit peu changer pas mal de choses. Là, on est dans un lieu qui est bien parce que il est très grand en extérieur, donc on peut faire des choses en extérieur qu'on ne faisait pas à Pontoise. Donc comme ça, tous les ans, on essaye effectivement de l'améliorer, de rajouter des choses, et puis de faire en sorte qu'il soit vivant lui aussi et qu'il soit pas figé. D'essayer de partir aussi sur des nouvelles périodes. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exposants qui sont basés sur le Moyen-Âge, mais on essaye de faire venir des gens effectivement qui sont aussi ouverts sur d'autres périodes, parce que l'histoire, c'est pas que le Moyen-Âge, quoi. Même si le Moyen-Âge c'est 1000 ans, il y a aussi d'autres périodes. Si tu devais nous raconter ton meilleur souvenir d'histoire vivante ? Mon meilleur souvenir, moi, d'histoire vivante, c'est un souvenir de combat. Pourtant, je suis pas un combattant, mais j'en ai fait un petit peu quand même.
Et donc c'était à la bataille d'Hastings, la grande reconstitution, donc c'était en 2006, où il y avait 3000 ou 4000 personnes sur le champ de bataille, à peu près pas loin du même nombre de la bataille d'origine. Et donc j'étais parti avec, je me rappelle même plus quelle association c'était à l'époque, mais donc j'étais en normand. Alors ça avait déjà bien commencé parce que on avait fait des tests entre guillemets, c'est-à-dire avant les grandes batailles, ils font un test pour vérifier si ton équipement est correct, s'il est pas dangereux, si au niveau du look t'es histo et tout. Donc ça, côté histo, c'était bon, je m'étais fait un équipement de 1000S normand, donc bien équipé, etc. J'étais bien protégé. Et puis dès l'entraînement, en fait, il y a le gars en face de moi qui s'est cassé la figure sur moi, qui a projeté mon bouclier, je me suis fendu la lèvre, à moitié une dent, etc. Donc ça commençait bien. Et puis après, on est parti à la bataille, donc j'étais déjà marqué, donc j'avais déjà une bonne anecdote. Et puis dans la bataille, ça s'est super bien passé, c'était la bataille du samedi. On était complètement sur l'aile droite, mais c'était vraiment bien. Alors c'est vraiment sur les lieux d'origine, donc c'est des charges en montant la colline, je sais plus combien il y a eu de charges, mais on sent bien que c'est vivant là, parce qu'on sent bien les montées, les descentes, et puis un petit peu quand même le stress, parce que quand il y a les Saxons en face qui tirent à l'arc, on a beau savoir que c'est des flèches bluntées, donc pas dangereuses, c'est assez impressionnant de voir des centaines et des centaines de flèches qui nous tombent dessus. Donc c'était déjà assez impressionnant, et en fait on s'est pas trop mal débrouillé, puisque dans le combat, on nous a dit qu'on avait été repérés, et donc le lendemain ils nous ont dit bah c'est bien, cette année pour la première fois on va mettre des groupes français en pointe pour la bataille du dimanche. Donc la bataille du dimanche, on s'est retrouvés dans la pointe de l'armée normande qui chargeait les Saxons, et je me suis retrouvé à côté d'un ami à moi qui est une armoire à glace qui s'appelle Martial. Son bouclier, je pense qu'il avait pris une porte, qu'il avait fabriqué son bouclier dans une porte, c'était vraiment impressionnant. Et moi j'étais tout de suite à sa gauche. Et alors là, je crois que j'ai jamais ressenti autant d'adrénaline de ma vie, quand effectivement il a fallu charger, et à la dernière charge, quand il a fallu perforer le mur saxon, j'ai jamais, encore une fois, je suis pas un combattant dans l'âme, mais là j'ai jamais ressenti autant d'adrénaline de ma vie. Je crois que depuis, j'ai jamais ressenti cet effet-là. Et là, je me suis rendu compte vraiment que là, on était vraiment dans un pur moment d'histoire vivante, où là, on était vraiment dans un contexte historique. Et ça pouvait pas être plus vivant que ça, parce que c'était vraiment très 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 impressionnant. Je crois que j'ai mis, je sais pas combien de temps à redescendre après la bataille, parce que c'était... Donc là, c'était vraiment l'anecdote la plus... Pour moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué, quoi. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois l'avenir de l'histoire vivante ? Alors le développement de l'histoire vivante en France, ben déjà ce qu'on peut dire c'est que c'est pas un effet de mode. Moi je me rappelle quand j'ai commencé dans le début des années 90, pendant 5 ans on nous a dit ça va passer, c'est un effet de mode, 10 ans ça va passer, c'est un effet de mode. Ça fait 30 ans que ça dure, il y a toujours autant de monde, voire à mon avis plus de monde. Ce qui est bien c'est qu'on découvre d'autres périodes. Au début tout le monde faisait du Moyen-Âge, maintenant il y a vraiment d'autres périodes, des Celtes, des Romains, même des Grecs maintenant. Donc ça c'est vraiment intéressant, ça montre que les gens ils sont en train de s'ouvrir à d'autres horizons, donc ça c'est vachement intéressant. Donc je pense que l'effet de mode, on a bien compris que ça serait pas un effet de mode et que ça allait continuer, ça c'est vraiment intéressant. Après, il y a eu une évolution qualitative qui est intéressante. Alors je dis pas que tous les groupes sont qualitatifs maintenant, comme dans n'importe quel pays, mais je pense que par rapport aux pays anglo-saxons, où à un moment on disait vraiment la France est en dessous des pays anglo-saxons en termes de qualitatif, je suis pas d'accord. Il y a des groupes en France qui sont vraiment de très 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 bons groupes, amateurs, professionnels, qui sont vraiment très très bien. Donc ça c'est vraiment intéressant, et je pense qu'on va encore progresser. Là où j'aimerais bien que ça progresse un petit peu plus vite, et c'est malheureusement pas le cas, et c'est pas le cas malheureusement depuis 30 ans, c'est que je parlais tout à l'heure d'English Heritage. En France, on n'a toujours pas une reconnaissance de la reconstitution historique au niveau ministériel, on va dire, puisque nous, pendant longtemps, on a essayé de faire des démarches pour voir justement comment on pouvait faire un peu reconnaître ce loisir, qui est plus qu'un loisir d'ailleurs. Et à chaque fois, on nous renvoyait vers le ministère de l'Éducation nationale, et on leur disait, oui, mais enfin, c'est pas que de l'éducation, il y a tout un côté culturel qui est vraiment, vraiment intéressant. Et à chaque fois, on n'a pas été entendu, donc depuis quelques années, j'ai un peu laissé tomber, malheureusement. J'espère qu'il y en a d'autres qui reprendront le flambeau. Mais ça serait vraiment bien, effectivement. Alors, c'est dommage parce que les musées ont bien compris, les centres de recherche ont bien compris le gros intérêt de l'histoire vivante. On a de plus en plus de musées, de châteaux, de sites historiques qui font appel à des amateurs ou à des professionnels ou à des scénographes
pour effectivement mettre en scène un petit peu leur patrimoine historique non vivant, et le mettre en scène de manière vivante. Donc, eux, ils l'ont bien compris. Mais c'est vrai qu'au niveau au-dessus, on va dire, pour l'instant, il y a toujours pas effectivement de reconnaissance, et c'est un peu dommage. Si tu devais conseiller une seule belle expérience d'histoire vivante pour le public, ça serait quoi ? Si je devais conseiller quelque chose, ça sera pas forcément quelque chose que j'organise. Je suis très content effectivement de ce que j'organise, effectivement. Heureusement, sinon ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Donc on a un certain nombre de manifestations qui sont intéressantes. Mais c'est vrai que moi, ça reste des événements ponctuels, entre guillemets. Actuellement, il y a des sites en France qui font des choses très très bien à l'année, et qui font de la véritable histoire vivante par des événements, mais aussi par de la reconstruction de patrimoine. Donc là, on fait vraiment travailler à nouveau des métiers anciens. Et là, c'est vraiment sur une période complètement annuelle. Et là, c'est vraiment intéressant. On a des sites comme Samara, par exemple. Samara, je connais très bien le directeur, Ludovic Moignet, qui a un peu le même parcours que moi. Il a commencé comme amateur à faire de la reconstitution. Il est devenu professionnel. Maintenant, il est directeur d'un parc archéologique. Et puis j'espère qu'il ira encore plus loin. Mais le site de Samara, ils ont tout compris. Enfin, le Ludovic a tout compris. Il est en train de l'appliquer à Samara. Et c'est juste génial, quoi, parce qu'on peut y aller quasiment toute l'année. Et puis à chaque fois, effectivement, il y a des nouvelles expériences, il y a des nouveaux festivals, il y a des nouveaux ateliers à découvrir. Et puis c'est vraiment, il y a des nouveaux bâtiments, parce qu'il construit effectivement des nouveaux bâtiments. Et là, c'est l'exemple parfait de ce que peut apporter effectivement l'histoire vivante. Maintenant, je voudrais que tu t'adresses au spectateur et que tu lui dises pourquoi choisir l'histoire vivante. L'histoire, c'est quelque chose vraiment très intéressant, rien qu'avec le terme histoire. C'est vrai que dans le livre, dans les musées, si vous aimez un minimum découvrir un petit peu des choses, l'histoire, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Mais pourquoi l'histoire vivante ? Tout simplement parce qu'on vit dans une vie actuelle où on a envie de participer, on a envie on s'en rend compte d'expériences interactives, où on n'est pas juste un simple lecteur ou un simple visiteur. Donc l'histoire vivante, ça permet tout simplement effectivement d'aller frapper une monnaie comme on le faisait au Moyen-Âge. Ça permet de se costumer comme un Celte pouvait être costumé dans l'Antiquité. Et ça permet vraiment de faire des expériences qu'on ne peut pas faire ou difficilement imaginer en ne faisant que visiter un musée ou lire un livre. Donc, et comme je le disais tout à l'heure, l'histoire vivante, c'est tellement large que si vous aimez l'art, si vous aimez l'artisanat, si vous aimez le sport ou le combat, vous avez tout ce qu'il faut dans l'histoire vivante pour trouver effectivement quelque chose qui va vous passionner. Donc moi, effectivement, c'est vraiment un loisir dans lequel je suis tombé. J'ai beaucoup d'amis qui sont tombés dedans et je regrette pas du tout. Et beaucoup de personnes que je connais qui sont tombées dedans ne regrettent pas d'être tombées dans ce loisir, et je vous le conseille fortement. La prochaine édition du Marché de l'Histoire aura lieu donc à Compiègne les 16 et 17 novembre prochains. Je vais vous mettre tous les liens dans la description si vous voulez y aller. Je vous invite également à aller voir le lien de le site internet de l'APHV, donc l'Association pour l'Histoire Vivante, pour voir toutes les photos et tout leur travail, parce que c'est extrêmement intéressant. Je précise, parce que c'est important, que la vidéo n'est pas sponsorisée du tout par la PHV, c'est juste que j'avais envie de parler de leur travail, de parler du Marché de l'Histoire, parce que moi j'y vais depuis que j'ai 15 ans. C'est-à-dire que ça fait 15 ans maintenant que je vais au Marché de l'Histoire, et pour moi, je pense que ma passion et ce que je fais aujourd'hui sur la chaîne, ça a en partie démarré grâce au Marché de l'Histoire. Ça s'est en tout cas entretenu grâce au Marché de l'Histoire, et donc du coup c'est un vrai plaisir pour moi de vous en parler et de vous dire vraiment, allez-y, c'est super. Les 3/4 des trucs que vous voyez dans mes vidéos et que j'utilise viennent du Marché de l'Histoire, j'y fais toujours mes petites courses. D'ailleurs, j'y serai moi-même le week-end du 16 et du 17 avec d'autres copains vidéastes, et j'en profiterai pour vous faire plein de photos, plein d'images à retrouver sur mon Instagram. Je vous mets le lien juste ici, n'hésitez pas à me rejoindre et je vous partagerai tous les petits objets, toutes les petites choses. Quant à moi, écoutez, je vous laisse ici. C'était un épisode un petit peu spécial, enfin une vidéo un peu spéciale que j'ai tournée du coup en avril dernier, où je m'essaye un petit peu au reportage, à l'interview, parce que je trouve qu'il y a des gens intéressants dans ce milieu qui font des choses intéressantes et j'ai envie de leur donner un petit peu la parole, donc je le ferai de temps en temps. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. En attendant, abonnez-vous, on se retrouve très rapidement et n'oubliez pas, l'histoire est vivante.